Depuis près d'une décennie, à Lac-Mégantic, militants et survivants se rassemblent pour rendre hommage aux 47 victimes de la tragédie et pour poursuivre leurs revendications. Ça, c'est le premier motif pour lequel on est ici aujourd'hui, exiger l'interdiction complète et permanente du transport du pétrole de transit. Car bien que la ville soit maintenant rebâtie, ici, le train passe toujours. À chaque nuit, moi, je me fais réveiller par des convois de trains qui descendent la pente sur la compression des locomotives. On entend, c'était un bruit infernal. Et on ne sait pas s'ils vont être capables de tourner au centre-ville, la courbe. Qu'est-ce qui circule sur ces trains-là maintenant? En moyenne, une trentaine de citernes de gaz propane, d'acide sulfurique, de chlorate de sodium, qui sert à blanchir le papier dans les moulins à papier. C'est très toxique. Il passe de l'essence automobile. On est très, très, très conscient du danger imminent qu'il y a encore ici à Lac-Mégantic. Les matières dangereuses, comme le pétrole brut qui a rasé le centre-ville de Lac-Mégantic, représentent un risque partout où elles se trouvent. Mais ces produits qui sillonnent nos chemins de fer et nos routes et qui sont stockés partout sur notre territoire sont pourtant essentiels. Du nitrate d'ammonium pour fertiliser les champs, du propane pour chauffer les granges et sécher les grains, du chlore pour purifier l'eau, de l'ammoniac pour la réfrigération et les produits pétroliers pour à peu près tout le reste. Ce sont des matières qui font partie de notre quotidien, mais qui, lorsqu'elles sont mal gérées, peuvent causer des catastrophes. Si les accidents majeurs font les manchettes, il y a aussi souvent des incidents qui frôlent la catastrophe et qui passent sous le radar. C'est quoi la substance? Je vais juste demander de parler plus loin que ça, s'il vous plaît. OK. On arrive sur les lieux d'une collision frontale, une collision quelconque entre deux poids lourds et une voiture. Des accidents qui s'enchaînent et des erreurs qui se répètent en raison d'un cafouillis réglementaire qui sème la confusion et entretient l'opacité. Je pense qu'on est frileux ici au Canada. On a peur d'être alarmiste. On essaie d'éviter de parler de ces matières-là autant que possible. Le souvenir que j'ai de cette nuit-là, c'est vraiment... Mais tabarnouche, on a passé proche, puis on savait même pas qu'il y avait de l'ammoniac. Tu faisais des tests dans les égouts, puis il y avait du gaz propane. Fait que ça aurait pu, une allumette, mettons, une top de cigarette, ça aurait pu faire sauter le village, une partie du village, oui. Est-ce que vous avez déjà vu des inspecteurs d'Environnement Canada ou Transport Canada ici? Non. Non. En 45 ans de carrière, non? Non. Le 6 juillet 2013, la ville de Lac-Mégantic est le théâtre d'une des plus grandes catastrophes ferroviaires de l'histoire du Canada. Plus j'avançais vers Lac-Mégantic, plus je voyais la fumée au loin. Parce que c'était visible de très, très loin. On la voyait à 30 km de distance facilement. Et là, c'est là que ça te rentre dedans. C'est impossible qu'il n'y ait pas de mort là-dedans. Là. 1, 2, 1, 2. Ancien attaché politique et travailleur social, Robert Bellefleur est devenu un des plus ardents défenseurs de sa communauté. On se sent oublié par le gouvernement canadien. C'est sûr, on nous promet une voie de contournement, mais ça fait 8 ans qu'on l'attend. Imaginez-vous, le REM à Montréal, qui est annoncé bien après la voie de contournement, va être terminé avant. Le pont Champlain a été construit. Nous autres, on n'a même pas encore une pelletée de terre. Ce sentiment d'être oublié résonne beaucoup à Lac-Mégantic, surtout qu'il n'y a jamais eu d'enquête publique. Nous, on réclame l'enquête publique à toutes les années. On la trouve nécessaire, indispensable. D'abord pour les familles ici qui ont perdu des êtres chers, qui ne servent à rien de qui est les responsables, quelles sont les causes. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a blâmé la faible culture de sécurité de la compagnie et a noté qu'au sein de Transport Canada, il y a une absence de surveillance suffisante à l'échelle nationale. Depuis, la compagnie ferroviaire à qui appartenait le train a été dissoute. On a refermé le dossier. L'enquête publique permettrait aussi
de faire toute la lumière sur cette tragédie-là, puis probablement d'en éviter d'autres ailleurs. Car il y en a eu d'autres. Depuis Mégantic, on recense au Canada de nombreux déraillements majeurs impliquant des matières dangereuses, dont au moins 7 trains qui transportaient également du pétrole brut. On a vu au Manitoba, en Saskatchewan, entre autres. Ça aurait pu arriver dans une communauté quelconque où il y a eu une défaillance quelconque et on aurait eu la même chose qu'à Lac-Mégantic. Alors, la porte est encore ouverte pour un autre Mégantic. Un accident de cette nature, oui. Un accident important, à mon avis, oui. Si on n'agit pas, c'est incontournable. L'ingénieur Jean-Paul Lacourcière est une sommité mondiale en matière de gestion de substances dangereuses. Il y a du monde qui ont souffert, qui ont payé pour, avec Mégantic. On a mal classifié le produit. Puis ensuite, un chemin de fer qui était en déficit, qui essayait de couper les coûts. Puis il est arrivé ce qui devait arriver, parce qu'on a toléré que ça se passe comme ça. Ici, il y a déjà des wagons qui avaient commencé à bouger. Il y a des essieux qui ont quitté les rails ici. C'est un déraillement qui aurait pu être bien plus grave. Le 12 octobre 2017, 7 wagons d'un immense train de marchandises déraillent sur la berge de la rivière des Mille-Îles. Un accident qui ébranle Martin Archambault. Quand je suis reparti en voiture avec une collègue, j'ai vu des dizaines de camions de pompiers sur l'autoroute 25 en direction nord et certains camions avec une embarcation à l'arrière. Fait que là, je dis, je sais pas ce qui est arrivé, mais c'est gros. Comment vous êtes senti? Soulagé. Soulagé qu'il n'y ait pas eu d'explosion, qu'il n'y ait pas eu de victimes, qu'il n'y ait pas eu de déversement toxique. Mais en même temps, ça amène un paquet de questions. Pourquoi le train a déraillé? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez commencé à poser ces questions? Bien, c'est qu'il n'y a pas de réponse. C'est aussi simple que ça. Martin Archambault essaie depuis des années de découvrir les causes de cet accident. Frustré, il nous a contactés pour nous faire part de sa quête. C'est que le train de la compagnie Québec-Gatineau transportait des matières dangereuses, notamment du propane. Ma demande était, au départ, j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Mon but, c'était avoir le rapport d'accident. Il a fait une demande d'accès à l'information, allant même en audience pour plaider son cas devant un juge, mais sans succès. La compagnie n'est pas obligée de révéler cette information si ça peut mettre en cause la compétitivité ou la sécurité des installations. Donc, la compagnie se cache derrière un poteau de téléphone, mais la locomotive dépasse. Il a cependant réussi à mettre la main sur un autre document, le compte-rendu confidentiel du Service de sécurité incendie de Laval. Et le rapport était quand même assez accablant pour la compagnie, parce qu'on dit que les enquêteurs, donc de la police de Laval, ont voulu rencontrer les opérateurs du train et qui ont dit que c'était une scène d'accident grave, donc ne rien bouger. Et les gens de la compagnie, selon le rapport, ont dit on déplace les locomotives et nos employés vont retourner chez vous. Les policiers ont voulu prendre des photos des rails qui étaient abîmés quelques kilomètres avant le déraillement. La police canadienne-Pacifique a refusé l'accès. Et il y a plein de petites choses comme ça que là, je me suis dit, c'est l'omerta. On apprend aussi qu'il n'y avait aucune procédure précise pour les cas de matières dangereuses et que les équipes spécialisées requises pour ce genre d'intervention ne sont jamais arrivées. Les policiers semblent avoir les mains liées. On affirme que c'est la compagnie qui mènera sa propre enquête, qu'ils sont juges et parties. Je considère qu'on fait trop confiance aux compagnies. C'est eux-mêmes qui font leur propre enquête sur leur propre accident avec une opacité équivalente à l'eau de la rivière des Mille-Îles. On voit pas creux là-dedans, là. Chemin de fer Québec-Gatineau nous répond que leurs actions étaient justifiées, puisque les 7 wagons qui avaient déraillé n'étaient pas ceux qui contenaient des matières dangereuses. La compagnie affirme avoir mis en place des mesures correctives. Le Canadien Pacifique, lui, nie avoir bloqué l'accès aux policiers. Concernant Lac-Mégantic, il dit que ces rails sont inspectés régulièrement et qu'ils sont conformes à des normes de sécurité élevées. Les règles sont écrites par les compagnies de chemin de fer. Transport Canada ne reçoit que les avis et peut les questionner ou tenter de les améliorer, mais c'est les compagnies qui possèdent le plein pouvoir. Cette approche n'est pas limitée aux compagnies ferroviaires. Les pipelines et les camions qui transportent ces substances, ainsi que les établissements qui en stockent, sont les premiers à assurer la sécurité de leurs installations.
sous une surveillance gouvernementale qui, selon les experts, serait déficiente. On dit c'est l'entreprise. Bien sûr que c'est l'entreprise qui est responsable. Personne ne va débattre ça. Mais on sait que s'il n'y a pas d'inspection, ça dégrade. On ne peut pas être maître et s'auto-surveiller. Lorsque notre principal besoin, c'est les bénéfices. Bienvenue à Upton, patelin de 2000 personnes en Montérégie. Un village typique muni d'une caserne de pompiers, d'un magasin général et de quelques entreprises agroalimentaires. Tout ça en bordure d'un chemin de fer. Tout est vraiment proche d'un petit village comme ça. Tu sais, t'as la caisse populaire, t'as l'usine Béco, t'as le bureau de poste, t'as l'église, tout est collé, tu sais. Paul Bédard et sa conjointe sont déménagés ici en 2015. Un changement de paysage nécessaire après un traumatisme. Bien, nous, on habitait un petit village qui est juste aux côtés de Mégantic. La soirée de la catastrophe, Paul Bédard s'était retrouvé aux premières loges du brasier. Je pense que toutes les 10 minutes ou 15 minutes, il y avait une immense explosion. Il y avait plusieurs foyers d'incendie assez majeurs. Le bruit aussi, le silement des réservoirs de fioul qui étaient sous pression à cause du feu. Les gens couraient partout. J'ai vu des gens se pitcher à l'eau. Fait qu'on s'est ramassé dans ce coin ici là, pour être plus calme, là, puis tout ça. Là. C'est sûr qu'au début, je me souviens que ma conjointe parlait du train. Elle dit pas encore un train, parce qu'on est juste aux côtés d'un pont ferroviaire. Puis on a choisi ici parce qu'on aimait la place. Là. Mais tu sais, des trains, il y en a un peu partout. Là, t'sais. Ça, c'est des wagons de grains. Okay. Mais après 6 ans de vie paisible, il vient d'apprendre qu'il habite près d'une installation que la municipalité juge désormais dangereuse. J'ai le rapport d'expertise qui a été fait, puis je vais juste vous le montrer. Le cercle rouge, ça, c'est la boule de feu. C'est à peu près 50 du village. La petite punaise rouge, c'est pratiquement ici dans ma cour. J'ai l'autre bord de la rue. Il me semble que c'est en plein cœur d'un petit village comme ça, c'est mettre beaucoup de risques, là, je trouve. Là. Depuis 2008, l'entreprise Propane du Suroît fournit un service important à la région. C'est ici, dans les installations d'une autre compagnie nommée Distribution Upton, que le train livre des wagons remplis de propane. Marchandise qui est ensuite transférée vers des camions-citernes, un processus qui s'appelle le transvasement par station mobile. Alors là, quand il y avait des activités de transvasement, c'est là que ça se passait? C'est là que ça se passait. Ça ressemblait à quoi? Bien, il y avait 1 ou 2 wagons stationnés. C'est un dossier qui préoccupe les élus municipaux. Mais c'est pas clôturé. Tu vois, quand le wagon était là, tout le monde va aller là, jouer à l'entour du wagon puis tout, là. Il faut dire que Distribution Upton a les permis nécessaires et l'aval des instances gouvernementales concernées. Ces installations figurent même sur la page couverture de ce guide de la Régie du bâtiment du Québec. Mais en janvier 2021, le maire Guy Lapointe et son équipe reçoivent une analyse des risques liés à l'entreprise qui leur présente des constats inquiétants. Qu'est-ce que vous avez découvert comme conséquences potentielles? Bien, s'il y avait une explosion, je te dirais qu'il y avait à moitié, c'est 3/4 du village, il y aurait peut-être passé, là, selon la grosseur de l'explosion. Puis notre caserne des pompiers est proche de là, à rapasser en même temps, là. Une caserne dans la zone rouge qui serait incapable de fournir le débit d'eau nécessaire en cas d'urgence. Cette analyse, c'est l'ingénieur Jean-Paul Lacourcière qui l'a co-signée. J'ai fait une première étude qui a été soumise à la Ville où je recommandais de ne pas renouveler un permis d'exploitation de l'entreprise en cause. Pourquoi? À cause de la proximité des gens. Et il y a potentiel de mortalité pour les personnes non protégées qui sont exposées. Seraient tués instantanément? Oui, qui sont exposées. Malgré les mesures de sécurité en place qui, selon la compagnie, vont au-delà de ce qui est requis, des incidents se sont déjà produits sur le site. Des rapports obtenus par enquête démontrent qu'en 2019, une voiture s'est enflammée sur la propriété. Et en 2010, une fuite de propane provenant des installations est descendue dans les égouts.
Tu faisais des tests dans les égouts, puis il y avait du gaz propane. Fait que ça aurait pu, une allumette, mettons, une top de cigarette, ça aurait pu faire sauter le village, une partie du village, oui. Et quelques centaines de résidents de Upton, en Montérégie, ont eu une bonne peur la nuit dernière. Il ne s'agit pas du premier incident impliquant des matières dangereuses à Upton. Je me souviens d'une fuite d'ammoniac à l'usine ici d'œufs, transformation d'œufs. Le hasard a voulu que Paul Bédard ait aussi été témoin de cet événement. À l'époque, il travaillait dans le centre de réhabilitation du village. Puis à un moment donné, les pompiers sont venus et nous ont dit qu'il faut évacuer. J'ai dit, on est 100 personnes ici, on évacue quoi, puis où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait? Même les pompiers ne savaient pas quoi faire avec nous. Là, le souvenir que j'ai de cette nuit-là, c'est vraiment, mais tabarnouche, on a passé proche, puis on savait même pas qu'il y avait de l'ammoniac. Tu te questionnes après ça, tu te dis, ben coudonc, il va arriver quoi? Il y a d'autres choses. Puis là, en plus, avec l'histoire du propane, tu te dis, ben il y a eu un lâcher-prise à quelque part que les gens se sont dit, ah, c'est pas grave, si tout est fait sécuritairement, il n'y a pas de danger. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà venu cogner à votre porte, vous dire, bonjour, vous êtes dans la zone de danger reliée à ce propane-là, voici un plan d'évacuation? Non. Jamais? Jamais. Pour le moment, Paul Bédard n'a pas à s'inquiéter. Le rapport de Jean-Paul Lacourcière a eu son effet auprès de la Régie du bâtiment du Québec, la RBQ. Mais quand vous avez reçu les résultats, qu'est-ce que vous avez fait? On a informé la RBQ pour tout ça. Puis c'est de là que la RBQ, à un moment donné, a mis, je dirais, le poing sur la table, quelque chose, là. Alors, les opérations ont cessé? Les opérations ont cessé. Mais l'entreprise conteste la décision. Elle a commandé son propre rapport d'expertise qui juge que le niveau de sécurité du site est supérieur à la moyenne et que les activités de transvasement devraient continuer d'être autorisées. Devant le tribunal de la RBQ, l'ingénieur embauché par la compagnie dit que l'approche de Jean-Paul Lacourcière donne trop d'importance aux conséquences potentielles et néglige la faible probabilité qu'un accident se produise. Avez-vous d'autres exemples de sites au Québec, par exemple, où il y a des éléments sensibles d'un site de stockage de propane ou de... On va retrouver soit des CPE, des garderies. On va retrouver dans certains cas des résidences pour personnes âgées. Dans de très nombreux cas, on va retrouver des résidences unifamiliales, blocs-appartements résidentiels, haute densité. Je dirais, là, sur le bout des doigts, facilement, au moins le tiers des sites de ravitaillement au Québec. Donc, si on ne regardait que les études de conséquences, tous ces sites-là au Québec seraient sujets à une fermeture, parce que je pense. Ces critères, ça n'aurait aucun impact au calcul de conséquences sur une personne, oui. Mais un troisième rapport d'analyse, celui-là commandé par la Régie du bâtiment, se range derrière Jean-Paul Lacourcière et souligne plusieurs erreurs et omissions dans le rapport commandé par la compagnie. Cet affrontement d'ingénieurs découle du fait que la loi québécoise ne dicte pas de critères précis pour évaluer le risque acceptable. Chacun est libre de choisir ses références, ce qui peut donner des conclusions très différentes. Il faut comprendre, c'est que l'appréciation du risque, il n'y a pas de recette unique, on n'a pas de méthode prescrite. Donner telle valeur ou telle source de données. Donc, ça fait en sorte que l'ingénieur, quand même, beaucoup d'options. On ne définit pas c'est quoi une installation sécuritaire. Alors, sécuritaire pour qui, puis selon quels critères? Moi, je peux bien y aller, je vais vous dire, c'est sécuritaire, l'installation. Ils rencontrent les normes existantes, qui sont peut-être incomplètes, mais ils rencontrent les normes, puis leurs pratiques semblent correctes. On me met sur les épaules un rôle qui, dans le fond, qui ne devrait pas me revenir. C'est pas à moi de décider si c'est acceptable ou pas là, pour le citoyen. Il y a tellement de possibilités que le résultat peut être très large. Donc, il faut pouvoir s'assurer et se donner un standard pour dire que l'étude d'appréciation de risque du réservoir de propane ou d'ammoniac ou de chlore à Montréal, c'est la même que celle à Gaspé. Mais que ce soit à Montréal, à Gaspé ou à Upton, ce flou crée des situations potentiellement dangereuses et force les municipalités à faire des choix déchirants. Comment vous vous sentez avec tout ça? Oui, c'est venu me chercher. Je veux dire, vraiment, là, ça tire du jus. Je veux pas parler contre eux autres parce qu'elle fait travailler du monde. Elle a expédié, elle met un peu de vie dans le village d'Upton. Hein.
C'est pas de gaieté de cœur qu'on a fait ça. C'est pas à faire fermer, là. Non. C'est important pour le village. Bien, c'est important pour le village. Sur la 117, dans la réserve faunique La Vérandrie en direction de Val-d'Or. Les vestiges d'un incident qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Le 15 octobre 2020, vers 21h, on a été appelé à intervenir pour une remorque qui serait impliquée dans un incendie dans le parc de la Vérandrie au kilomètre 375. On a des photos de l'événement prises à peu près d'ici. Puis on voit que c'est le bon endroit parce qu'il y a un boulot identique, puis on voit les copeaux aussi. C'était un feu confirmé à partir de pneus. Ça s'est propagé à la remorque même. Près de 20 000 kilos d'explosifs répartis dans 13 compartiments ont été soumis à une chaleur intense, les flammes, exposées aux flammes, provoquant de la fumée et des gaz toxiques et corrosifs par le fait même. Les pompiers ont évacué le périmètre d'1,6 km, tâche relativement facile compte tenu du secteur isolé. Les explosifs ont brûlé sans déflagration. On est sur une route transcanadienne. C'est sûr que le transport des matières dangereuses passe. C'est quand même important pour notre région. Nous repartons vers Val-d'Or, mais à peine quelques minutes plus tard, cet accident impliquant 2 poids lourds, dont un contenant des matières dangereuses. C'est quoi la substance? Je vais juste demander de parler plus loin que ça, s'il vous plaît. OK. Pendant plus de 10 heures, la route est paralysée. Dans cette région, le risque d'un accident industriel impliquant des matières dangereuses n'est jamais très loin. Éventuellement, là, ici, là, dans le plan d'urbanisme de la ville, là, à gauche, il devrait y avoir une rue qui débouche ici, là, puis ça va faire partie du parc industriel. Cette ville, Jean-Pierre Thénave la connaît de fond en comble. Il était, jusqu'à tout récemment, le directeur du service de sécurité incendie. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir de plus en plus d'industries avec des matières dangereuses qui vont s'installer ici? En tout cas, si les mines continuent de même, oui, ça en prend des matières. C'est que la ville est au croisement de plusieurs chemins où transitent d'importantes quantités de produits toxiques et explosifs qui approvisionnent les mines et les usines du Nord. Je regardais le lac Mégantic, c'est tabarouette, s'il arrive de quoi de sérieux, ça va être majeur pour Val-d'Or. Faut jamais dire que c'est pas dans notre cours. Eux autres, ils l'ont eu dans leur cours. On pense aux victimes, on pense à nos confrères pompiers, puis on pense aussi à comment on aurait réagi face à ça. Éric Hébert est le nouveau directeur de service sécurité incendie de Val-d'Or. On n'avait pas connaissance réellement de toutes les substances qu'on en avait. Donc, il était là. Oui, on savait que nos commerçants avaient certains types de produits, mais sans plus. On s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait une croissance au niveau de cette plaque tournante-là qui devenait important de s'y pencher puis de vraiment aller faire un inventaire de nos produits. Il y a quoi dans ces wagons-là? Ça ici, c'est du propane. Il n'y a pas d'odorisant dedans non plus. Ça fait que s'il y aurait une fuite, là, on ne sentirait pas. Un des gros fournisseurs de la région, un distributeur de propane, avait les permis requis pour stocker la substance dans des réservoirs sur son site. Il avait aussi droit à quelques wagons de train. Mais le nombre de wagons sur le site ne cessait d'augmenter, au point que la ville s'inquiétait de ne pas avoir les ressources nécessaires pour gérer un potentiel incident. Avec l'expansion qui a pris, ça aurait été impossible. Le volume d'eau était insuffisant pour tout protéger les réservoirs qu'il y avait là. Le pire scénario, ça serait qu'un wagon de propane explose, puis les projections, là, la partie résidentielle ici, la plus proche, comme ce bâtiment-là, il tasserait dessus le salage, et il y aurait des projections, là, aller pratiquement jusqu'à l'hôpital à Val-d'Or de particules de métal là, du wagon là, qui pourraient se rendre jusque-là. Au début, on a mis certaines limitations à l'entreprise de mettre certains moyens de protection. Et on a appris assez rapidement que la municipalité n'avait pas le droit de faire ça. Donc, vous n'aviez pas le pouvoir d'assurer la sécurité de ces... Oui, exact, c'est ça. Car en dépit de toutes les matières dangereuses sur son territoire, Val-d'Or n'avait pas l'autorité d'imposer ce genre d'exigence. Il y avait quand même
une réglementation qui existait au niveau de transport, au niveau de certains ministères. C'était pas automatique qu'on avait soit les quantités ou la transaction qui se faisait exactement à cet endroit-là. Pour avoir accès à ces informations, la Ville a entrepris un projet unique en son genre, une première pour la province. Un règlement municipal lui permettant de demander à toutes les industries sur son territoire un inventaire de marchandises dangereuses, de même qu'une évaluation des risques. On a eu de la résistance assez rapidement. Ils ont fait une demande en cour supérieure que le règlement devait être carrément annulé. La compagnie en question, déjà soumise à une foule d'exigences, s'est opposée à l'idée que la municipalité en ajoute. Le cas s'est retrouvé devant les tribunaux jusqu'en cour d'appel, une saga qui au total aura duré 7 ans. Puis, le jour de notre entrevue, le juge a donné son verdict, comme quoi que le règlement était valide. Je me disais, crime, il y a au moins il y a quelque chose qui ramasse tout ça pour éviter qu'un lac mégantique se reproduise. Pour la sécurité des gens, là, c'est fou que les impacts que ça peut avoir. Là. Je peux vous dire qu'on a été suivis de près par plusieurs autres municipalités, MRC, communauté métropolitaine aussi de Québec. Mais toutes les municipalités n'ont pas nécessairement les ressources pour développer leur propre règlement. Et même si c'était le cas, cette approche à la pièce pourrait mener à un chaos de mesures disparates. Une autre solution favorisée par certaines municipalités est le comité mixte municipalité-industrie. Puis là, on dit, bien là, on va regarder quels sont nos risques, puis on va s'asseoir avec la municipalité, les services d'urgence, les pompiers, les policiers. On va s'asseoir aussi avec des fonctionnaires. Puis on va développer des plans d'urgence, puis on va aussi développer des plans de communication parce qu'il y a du monde qui vit autour. Mais la clé, selon les intervenants interrogés, demeure une meilleure réglementation provinciale. Nous avons mené un sondage auprès des municipalités du Québec. 220 ont répondu. De ce chiffre, 55 % nous ont dit qu'elles ne croient pas être au courant de toutes les matières dangereuses stockées par les entreprises sur leur territoire et 12 % des répondants disent avoir des matières dangereuses à proximité de résidences et de lieux vulnérables, un pourcentage qui pourrait être plus élevé étant donné que plus du quart ont choisi de ne pas répondre à cette question. On ne sait pas tout, faut que tu y ailles dans l'usine pour savoir qu'est-ce qu'ils utilisent, puis tout. Les produits chimiques, puis tout, on ne sait pas. C'est difficile? Bien, c'est ça, c'est difficile. Notre sondage maison indique également que seule une minorité des gens qui habitent à proximité de ces installations auraient reçu un plan d'urgence de la part de ces entreprises. Est-ce que les industriels vont cogner à la porte des maisons? Non, ça, ils font pas ça. Qui est censé aviser les citoyens? Eux autres sont censés faire un travail là-dessus. Mais ils le font pas. Oui, puis ils le font pas. Les gens doivent savoir à quels risques ils sont exposés. Et c'est à qui la responsabilité d'aller leur dire? En tout cas, ça commence sûrement par la municipalité, puis mais il faut que les directives viennent du provincial, je pense, à la base. Et le fédéral a son rôle à jouer avec ses Tellement de gens impliqués. Bien, il y a beaucoup de gens impliqués. Qu'il y ait une sensibilisation plus grande, ça serait très, 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 très bon. Est-ce que les gens voudraient tout l'entendre? Bon, c'est une autre chose, là, mais on s'habitue, on tombe dans une petite routine à un moment donné, mais on s'habitue aussi à ce qui circule autour de nous autres, puis c'est peut-être là qu'est le danger. Là. En 1984, la ville de Bhopal, en Inde, est frappée par une catastrophe monumentale. Une fuite de gaz toxique s'échappe de l'usine de Union Carbide, un distributeur américain de produits chimiques. Le gaz est terrible. La façon dont il affecte les personnes est terrible. Ça réagit avec l'eau et ça détruit le corps. Les muqueuses complètement brûlées, dissoutes par le gaz. Et donc, ce fut probablement des morts très atroces. Et il ne faut pas que ça se reproduise. 3500 personnes ont péri presque sur le champ, mais plusieurs sont mortes dans les jours et les semaines, même les années suivantes. Au total, le bilan se rapprocherait de 20 000 morts, avec un demi-million de blessés
et des séquelles qui se font encore sentir aujourd'hui. Jean-Paul Lacourcière travaillait pour Union Carbide à Montréal à l'époque de la tragédie. C'est un moment qui a totalement changé sa vie et qui a changé la gestion des matières dangereuses à travers le monde. Qu'est-ce qui a changé? Comment? Bien, les Américains ont certainement... la pression populaire a fait qu'ils ont passé une loi qui s'appelle le Right to Know Act. Les gens doivent savoir ce qu'il y a dans les usines. Ils ont changé le Clean Air Act, ce qui leur a permis d'introduire un règlement qui oblige les entreprises à avoir des programmes de prévention spécifiques pour les accidents majeurs. Là, on parle des États-Unis. Le Canada, lui, a fait quoi? Le Canada, lui, il a un peu été... Il a consulté. Il a attendu. Il a attendu. Il a créé un comité qui s'appelle le Conseil canadien des accidents industriels majeurs. Ça l'a conduit à des lignes directrices. Mais ce sont des lignes directrices. Donc, c'est pas obligatoire. Aujourd'hui, selon les experts, le problème n'est plus nécessairement un manque de réglementation, mais plutôt un manque de cohésion. Et ici, j'en ai quelques-unes d'imprimées. Quelques-unes? Oui, il y en a peut-être juste... Ça, c'est peut-être 10 des normes de ce que sur ça, là. Ça, c'est la réglementation. La réglementation sur la Québec gestion... seulement? Ici, on a Québec et on a quand même le Transport Environnement Canada. Le professeur Gervais Soucy a été mandaté par le ministère de la Sécurité publique pour faire l'état de la situation et proposer des améliorations. Une des difficultés, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'intervenants. Il y a le niveau municipal, le niveau provincial, le niveau fédéral, le niveau international avec les normes. Et chacun, des fois, fait sa propre réglementation, utilise des définitions différentes, qui fait que pour le commun des mortels, c'est difficile des fois de s'y retrouver. Alors, toutes ces différentes réglementations-là ne sont pas nécessairement harmonisées? Non, et malheureusement, c'est une des difficultés qui rend que les petites entreprises sont découragées de ça, de dire « non, j'ai pas à faire ça parce que je sais pas où commencer ». Yves Dubois est un ingénieur qui aide les entreprises à se conformer à la réglementation. J'ai un client, lui, il y a de l'ammoniac au-delà des quantités seuil du règlement fédéral. Puis, dans son cas, il fallait qu'il fasse un plan d'urgence environnementale. Il n'avait jamais entendu parler de ce règlement-là. Ces gens-là, ils sont totalement dépassés par ça. Là. Cet étourdissant cafouillage de réglementation crée des défis importants pour les compagnies qui doivent se plier aux exigences. Une étude fédérale menée après l'explosion de Beyrouth a révélé que la réglementation qui encadre le nitrate d'ammonium au Canada n'est pas toujours évidente et peut porter à confusion, ce qui pourrait mener à des situations de non-conformité involontaire. On souligne que les stocks de moins d'une tonne ne sont pas soumis à des exigences de sécurité spécifiques et se retrouvent parfois dans des zones urbaines densément peuplées. Au Québec, cependant, certains experts s'inquiètent du fait que tout un pan de la loi sur la sécurité civile provinciale est inopérant. On a encore une loi dont les articles principaux ne sont pas mis en vigueur. On est à découvert. À découvert parfaitement. La loi sur la sécurité civile, adoptée en 2001, comptait plusieurs articles qui auraient mieux encadré les matières dangereuses, mais qui ne sont jamais entrés en vigueur. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Il faudrait le demander aux gens du ministère. Mais c'est un trou majeur. Parce que présentement, il n'y a pas de... La municipalité n'a pas nécessairement toute l'information dont elle a besoin. Et en plus, il n'y a pas vraiment de critères qui définissent qu'est-ce qui est acceptable comme risque. Des documents internes obtenus par enquête démontrent que ces enjeux préoccupent le ministère de la Sécurité publique. On s'inquiète que dans l'éventualité d'un sinistre majeur, le ministère pourrait être tenu responsable. Et on souligne qu'en raison de la non-mise en œuvre de ces articles, le gouvernement se trouve en infraction de sa propre loi, une loi qui l'oblige à prévenir et à réduire les risques et qu'il pourrait s'exposer à des recours judiciaires. Difficile de brosser le portrait complet de tous les stocks de matières dangereuses au Québec ou au Canada. Les sites qui entreposent des quantités importantes sont censés être répertoriés par Environnement Canada. Mais pour des raisons de sécurité nationale, ce registre est désormais confidentiel, accessible seulement à certaines personnes désignées au sein de municipalités.
Notre sondage maison a pourtant révélé que 69 des répondants ne connaissent pas l'existence de ce registre ou bien ignorent comment y accéder. Ça me jette la terre complètement. Je m'attendais pas à ça. J'aurais pensé qu'ils étaient beaucoup mieux informés que ça. Mais s'ils ne le sont pas, bien, il faut les informer. Dans les 2 dernières années, seulement 42 responsables de la sécurité publique ont demandé à consulter ce registre. 42 sur un total de plus de 5000 municipalités à travers le Canada. Et selon nos experts, cette liste de matières dangereuses serait également incomplète. Je veux dire, tout un point intéressant. Prends pas au Canada. On n'a pas de système efficace pour répertorier les accidents. Moi, comme ingénieur, si je veux savoir pourquoi c'est arrivé à tel endroit, qu'est-ce qu'ils ont fait qui n'était pas correct, je suis pas capable de le trouver. Les experts le répètent, il est difficile de s'améliorer quand nos erreurs ne sont pas bien répertoriées. Chaque ministère a ses banques de données, mais sont souvent, faut travailler avec la loi d'accès à l'information. Donc, c'est pas évident. Donc, apprendre des erreurs du passé, d'incidents du passé, c'est extrêmement difficile à l'heure actuelle dans notre structure au Québec puis au Canada. Pourtant, les erreurs du passé laissent souvent de vives cicatrices chez ceux qui ont été affectés. C'était très fort à Mégantic. Là. Le village au complet, c'était beaucoup plus grand qu'ici. Là, on entendait le silement là, entre chaque explosion. Là. C'est sûr que s'ils reprennent leurs opérations de propane, je vais garder l'oreille ouverte là, constamment, je pense. Le cas de Distribution Upton est toujours devant les tribunaux. Le futur des opérations de transvasement reste incertain. Mais si on a la permission de reprendre, moi, en tant que maire et en tant que conseiller qu'on était là, on va avoir fait notre devoir. Mais le matin, s'il arrive de quoi, je pense que la faute, elle va revenir à eux autres ou bien non, la RBQ qui va avoir remis le permis à Distribution Upton sans trop regarder ce qui se passe en entour. Qu'est-ce que vous pensez de la RBQ dans tout ça? La RBQ dans tout ça? Bien, moi, je pense qu'elle a dormi au gaz, ça. La RBQ nous dit qu'une révision réglementaire est en cours. Même réponse du ministère de la Sécurité publique qui admet qu'il existe bel et bien des lacunes dans la loi et qui mène actuellement des consultations dans le but de présenter un nouveau projet de loi en 2023. Le travail de Gervais Soucy et de son équipe s'insère dans cette démarche, mais l'ingénieur souligne que la prévention peut être difficile à vendre. Les accidents majeurs avec les matières dangereuses, c'est que c'est des événements qui sont à très grandes conséquences, mais qui arrivent très peu souvent. Un peu comme qu'on a fait pour la pandémie. On dira ça se passera pas comme qu'on voit, donc on repousse, on coupe les budgets des ministères. Aucun doute qu'il y a des pressions exercées par l'industrie pour alléger la réglementation. On l'a beaucoup réglementé. Par contre, le contrepoids n'existait pas pour dire, écoute, il y a une poussée d'un seul côté, mais pour obtenir l'équilibre, il faut avoir quelqu'un qui pousse de l'autre côté aussi. Hein? Je pense qu'on va toujours devoir transporter des matières dangereuses dans un pays comme le Canada, comme ailleurs dans le monde, parce que nos industries en ont besoin. Nous-mêmes, on en consomme, sauf qu'il faut peut-être abandonner progressivement le pétrole pour aller vers de nouvelles énergies renouvelables. Et tout à l'heure, on aura besoin, pour lutter contre les changements climatiques, on aura besoin d'hydrogène. L'hydrogène, c'est très inflammable. Il faut apprendre à gérer ces produits. Mais ils sont nécessaires. Et on a aussi besoin de produits chimiques très sophistiqués pour produire des panneaux solaires. Ça ne vient pas du ciel, cette on n'est affaire-là. pas sorti du bois. Non, mais il faut maîtriser ces risques. Il faut que tout le monde en soit conscient et fasse des choix.